Dans seulement quelques jours, la NASA prévoit d'envoyer des humains autour de la Lune. Mais ce ne sera pas la première fois que l'agence le fait. Beaucoup de gens comparent cette mission à Apollo 8, le premier vol spatial habité à atteindre l'orbite lunaire en 1968. Alors, qu'est-ce qui distingue réellement ces deux missions? Plus de 50 ans plus tard, qu'est-ce que la NASA a changé et quelles leçons ont été conservées? Et cette fois-ci, la mission est-elle devenue meilleure ou pire? Commençons par la fusée. Apollo 8 a volé à bord de la légendaire Saturne V, mais pas exactement la même version que celle qui avait volé auparavant. C'était en réalité la première fois qu'une Saturne V transportait des astronautes, ce qui a poussé la NASA à apporter plusieurs modifications importantes à sa conception. La fusée utilisée pour Apollo 8 s'appelait AS-503. À l'origine, la NASA prévoyait que cette Saturne V précise effectue une mission d'essai non habitée en orbite terrestre en emportant un module de commande et de service factice. Ce plan a changé après Apollo 6, lancé en avril 1968, qui a rencontré de sérieux problèmes. Durant ce vol, la fusée a subi de fortes oscillations Pogo. 2 moteurs du 2e étage se sont arrêtés prématurément et le 3e étage n'a pas réussi à redémarrer en orbite. Avec de tels soucis, la NASA ne pouvait pas justifier l'envoi d'astronautes tant qu'elle n'était pas certaine que les problèmes avaient été corrigés. Les ingénieurs du Marshall Space Flight Center se sont rapidement mis au travail. La principale inquiétude concernait l'oscillation Pogo, des vibrations violentes capables non seulement de dégrader les performances, mais aussi de soumettre l'équipage à des contraintes dangereuses. Après analyse, les équipes ont compris que les moteurs vibraient à une fréquence très proche de celle de la fusée elle-même, créant un phénomène de résonance. Pour y remédier, ils ont ajouté un système utilisant de l'hélium afin d'absorber et d'amortir ces vibrations. Les pannes moteurs étaient tout aussi graves. Les enquêteurs ont découvert qu'une conduite de carburant à hydrogène fuyait et s'était rompue dans le vide spatial, provoquant une perte de pression sur un moteur. Lorsque le système a tenté d'arrêter ce moteur, une erreur de câblage a accidentellement coupé l'alimentation en oxygène d'un autre moteur. C'est ainsi que 2 moteurs sont tombés en panne presque coup sur coup. En plus de cela, le 3e étage souffrait d'un autre problème, une ligne d'allumage défectueuse qui l'empêchait de redémarrer. Pour résoudre l'ensemble de ces problèmes, les ingénieurs ont redessiné les conduites de carburant, corrigé les erreurs de câblage et amélioré les systèmes d'allumage. Ces correctifs ont été mis à l'épreuve en août 1968, avec des étages complets de Saturne V modifiés et testés dans des conditions réalistes. Une fois que la direction de la NASA a été convaincue que les problèmes étaient maîtrisés, elle a approuvé la S-503 pour une mission habitée. Tout au long du mois de décembre, la NASA a mené des vérifications de préparation répétées jusqu'à la veille même du lancement. Les derniers tests des correctifs contre l'oscillation Pogo, des conduites de carburant et des systèmes d'allumage ont eu lieu le 18 décembre, seulement 3 jours avant qu'Apollo 8 ne s'élance vers la Lune. Vous voyez, les problèmes en vol spatial sont presque inévitables. C'est extrêmement complexe, après tout, c'est de la science des fusées. Ainsi, lorsque la NASA rencontre des difficultés, ce n'est pas vraiment une surprise, cela fait simplement partie du processus. Pour Artemis II, la NASA utilise le Space Launch System, ou SLS, ainsi que le vaisseau Orion. Le SLS est une fusée super lourde, conçue spécifiquement pour envoyer des humains au-delà de l'orbite terrestre. À l'heure actuelle, c'est la seule fusée capable de lancer Orion, 4 astronautes et tout ce dont ils ont besoin directement vers la Lune en une seule mission. Pour rendre cela possible, la NASA s'est largement appuyée sur ce qu'elle appelle des systèmes de propulsion éprouvés, du matériel bénéficiant de plusieurs décennies d'historique de vol issu du programme de la navette spatiale. À bien des égards, le SLS est directement hérité de la navette. L'orbiteur ailé a disparu, remplacé par Orion installé au sommet de la fusée. Le célèbre réservoir externe orange de la navette a été allongé pour devenir un immense étage central d'environ 65 mètres de haut, propulsé par 4 anciens moteurs principaux de la navette.
De chaque côté se trouvent deux énormes boosters à propergol solide, eux aussi dérivés de la navette, fournissant environ 75% de la poussée au décollage. Voyons maintenant ce que la NASA a dû corriger cette fois-ci. La fusée est désormais entièrement certifiée pour le vol habité, et le système de sécurité de vol inclut un délai intégré afin que le système d'abandon au lancement d'Orion ait suffisamment de temps pour éloigner l'équipage en cas de problème. Le logiciel de vol a également été mis à jour pour correspondre à la fenêtre de lancement et à la trajectoire spécifique d'Artemis II. Sur l'étage central, les ingénieurs ont amélioré les systèmes électriques pour corriger des problèmes de synchronisation observés lors d'Artemis I et ont ajouté un nouveau raccord rapide auto-étanche afin de réduire le risque de fuite. Ils ont aussi installé des ailettes aérodynamiques d'environ 2,3 mètres de long près des points d'attache des boosters, afin de réduire les vibrations causées par l'écoulement de l'air pendant l'ascension. Les boosters à propergol solide ont eux aussi reçu quelques améliorations. Pour Artemis II, les moteurs de séparation sont orientés d'environ 15 degrés, offrant davantage de dégagement par rapport à l'étage central lorsqu'il se détache. La séparation a également lieu environ 4 secondes plus tôt que lors d'Artemis I. Cela peut sembler mineur, mais ces changements permettent de tester des améliorations prévues pour de futures évolutions du SLS. Les capots des moteurs de séparation sont passés de l'aluminium à l'acier pour une meilleure protection contre les débris, et l'isolation interne a été simplifiée après que des essais ont montré qu'une conception monocouche était en réalité plus robuste et plus fiable. Dans l'ensemble, Artemis II n'a pas nécessité de corrections comparables à celles requises pour Apollo 8. Elle utilise toujours la même configuration SLS Block 1 que lors d'Artemis 1. L'étage central, les moteurs, les boosters, l'étage supérieur et les adaptateurs restent globalement identiques. Il y a également eu le problème du bouclier thermique d'Orion, qui a retardé la mission pendant un certain temps. La NASA affirme que ce problème est désormais résolu, et que la trajectoire de rentrée a été ajustée afin que le bouclier thermique s'érode normalement, exactement comme il avait été conçu à l'origine. Alors, en quoi les trajectoires d'Apollo 8 et d'Artemis II diffèrent-elles réellement? À un niveau général, la réponse est simple. Apollo 8 avançait vite et s'engageait tôt, tandis qu'Artemis II prend son temps et joue la carte de la prudence. Apollo 8 a suivi une trajectoire très directe. Après le lancement, le 21 décembre 1968, la Saturne V a placé l'équipage sur une orbite terrestre basse de stationnement, environ 114 par 118 000, 183 fois 190 km. Après seulement 2 orbites autour de la Terre, le troisième étage SIVB s'est rallumé et a envoyé le vaisseau directement vers la Lune. À partir de là, il a fallu environ 68 heures de trajet jusqu'à l'orbite lunaire. Ce calendrier rapide était logique. 2 mois plus tôt, Apollo 7 avait passé 11 jours en orbite terrestre, à tester en profondeur le module de commande, ses systèmes de survie et ses équipements embarqués. Grâce à cela, Apollo 8 n'avait pas besoin de rester longtemps autour de la Terre pour des vérifications prolongées. La NASA était suffisamment confiante pour s'engager pleinement. En chemin, Apollo 8 a effectué quelques petites corrections de trajectoire, principalement pour vérifier le système de propulsion de service avant de s'engager dans l'insertion en orbite lunaire. Environ 69 heures après le début de la mission, le vaisseau est passé derrière la Lune et a perdu le contact avec la Terre. À ce moment-là, Frank Borman, Jim Lovell et Bill Anders sont devenus les premiers humains à voir la face cachée de la Lune. Une manœuvre d'insertion en orbite lunaire d'une durée de 4 minutes a ralenti le vaisseau suffisamment pour qu'il soit capturé par la gravité lunaire, d'abord sur une orbite allongée d'environ 70 par 193 000, 113 fois 311 km. Celle-ci a ensuite été circularisée à environ 70 000, 113 km au-dessus de la surface lunaire. Apollo 8 est resté en orbite lunaire pendant environ 20 heures, accomplissant 10 orbites. Pendant ce temps, l'équipage a travaillé sans relâche, cartographiant des repères, photographiant de potentiels sites d'atterrissage et naviguant à l'aide d'un sextant.
Après la 10e orbite, Apollo 8 a rallumé son moteur pour l'injection de retour vers la Terre et a pris le chemin du retour. Le voyage de retour a été relativement simple, ne nécessitant qu'une seule petite correction de trajectoire. La rentrée atmosphérique a eu lieu à près de 24 700 milles par heure, environ 39 800 km par heure, avec des températures du bouclier thermique atteignant environ 5000 degrés Fahrenheit, environ 2760 degrés Celsius. La capsule a améri dans l'océan Pacifique le 27 décembre, à seulement 5100 yards, 4,7 km, du navire de récupération, exactement à l'heure prévue. Artemis II, en revanche, est axée sur la prudence et les essais de système. La mission décolle à bord du Space Launch System Block 1 depuis le Kennedy Space Center. L'étage central et les boosters à propergol solide propulsent Orion dans l'espace, la séparation des boosters ayant lieu à environ 3100 milles par heure, 5000 km par heure, et à une altitude d'environ 30 000, 48 km. Après l'arrêt de l'étage central, Orion est placé sur une orbite terrestre très elliptique, avec un apogée d'environ 1200 milles nautiques, 2200 km, presque 5 fois plus haut que l'orbite de la Station spatiale internationale, située à environ 400 km. À partir de là, Artemis II entre dans une longue phase de vérification. L'équipage met sous tension et teste les systèmes de survie, de propulsion, de navigation, de protection contre les radiations et les équipements de bord d'Orion, tout en restant suffisamment proche de la Terre pour pouvoir interrompre la mission en toute sécurité si nécessaire. Après une série de manœuvres, Orion rejoint une orbite terrestre haute d'une durée d'environ 23,5 heures, s'éloignant jusqu'à près de 38 000 milles nautiques, 70 000 km de la Terre. Cette phase inclut également des opérations de proximité avec l'Interim Cryogenic Propulsion Stage. En termes simples, l'équipage s'entraîne à piloter Orion avec précision à proximité d'un autre objet dans l'espace, une manœuvre qu'Apollo n'avait jamais eu à effectuer. Une fois ces essais terminés, l'étage supérieur est envoyé sur une orbite de mise au rebut et Orion passe en configuration de vol lointain. Ce n'est qu'après l'analyse de toutes les données par la NASA qu'Artemis II s'engage à quitter l'orbite terrestre. Orion effectue alors sa manœuvre d'injection translunaire à l'aide du module de service européen, se dirigeant vers la Lune sur une trajectoire hybride de retour libre. Le voyage aller dure environ 4 jours. Contrairement à Apollo 8, Artemis II n'entre pas en orbite lunaire. À la place, Orion survole la face cachée de la Lune à une distance minimale d'environ 4047 milles, 6513 km. La gravité lunaire infléchit naturellement la trajectoire du vaisseau, le catapultant sur une trajectoire de retour vers la Terre. Ce profil de retour libre signifie que, même en cas de perte du moteur principal, la gravité seule ramènerait l'équipage à la maison.